Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir. Qui c'est qui utilise VS Code? Pas de surprise. Ouais, moi, je suis Team IntelliJ, donc qui c'est qui a déjà codé une extension VS Code? Ouais. C'est ce que... pas de surprise là-dessus. Donc, l'idée, ça va être de vous montrer un peu ça et un peu vous expliquer comment j'en suis arrivé là, parce qu'on n'arrive pas là tous les 4 matins. Donc je me présente, je suis Loïc Michel, je suis le créateur de Azimut. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est. C'est une app qui permet d'explorer les bases de données, de les documenter, de mieux les comprendre et même de les analyser. Et comment de ça, qui est très adressé aux bases de données, mais c'est une app full stack, on va se retrouver à faire des plugins, une extension VS Code. Donc Azimut, ça ressemble à ça. Donc, si jamais vous avez une base de données un petit peu compliquée, si vous faites du développement full stack ou autre, n'hésitez pas. Ça a été fait exprès pour les grosses bases de données. Ça marche aussi très bien sur les petites bases de données. Ça fait beaucoup de choses. Si vous voulez en parler après, avec grand plaisir. En fait, les gens ont exploré leur base de données et puis ils m'ont dit à un moment, mais moi, maintenant que je connais ma base de données, j'ai envie de faire les évolutions et faire du design de base de données, donc rajouter une table ou deux, des colonnes. Et alors moi, je voulais pas du tout faire comme la plupart des apps un peu similaires, les 800 inputs et boutons, là, create table, create colonne, avec le nom de la colonne, le type de la colonne, c'est primary key ou pas, les foreign key et tout ça. Et donc, au lieu de faire ces 8000 formulaires, j'ai décidé de faire un DSL. Donc, DSL pour Domain Specific Language, c'est-à-dire un langage qui permet d'expliquer des choses, de définir des choses spécifiques. Donc, j'ai fait un langage que j'ai appelé de manière très égocentrique AML pour Azimut Markup Language. Et donc ici, ça permet de définir son schéma de base de données. Donc on voit ici une entité avec du coup ses attributs, les types des attributs et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez le voir dans Azimut, c'est dans un vieux texte area tout moisi. On pourra discuter de pourquoi c'est encore comme ça. Mais grosso modo, c'est pas terrible comme expérience d'édition. Et donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Donc j'ai sorti Azimut, donc j'ai sorti AML et donc j'ai mis sous forme de lib. Donc si vous voulez utiliser AML indépendamment d'Azimut dans vos projets pour parser ce DSL-là et générer le schéma, il y a aussi des générateurs vers du SQL, vers d'autres langages comme du Mermaid, du Dot, et puis surtout, après vous avez un JSON à manipuler. Évidemment, on peut importer depuis du SQL ou directement depuis les bases de données. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça peut vous intéresser. C'est fait par moi et par Azimut, mais c'est des projets indépendants, en tout cas, qui peuvent être utilisés de manière indépendante. Et donc, je me suis retrouvé à faire une petite extension VS Code pour avoir une expérience d'édition de AML beaucoup plus sympa que juste le texte dans le texte area. Et donc, on va voir comment, à partir d'un bloc de texte que la personne va écrire, finalement, en fait, c'est le code, tout le code qu'on écrit tous les jours, c'est juste du texte. Et on a derrière nos IDE qui permettent d'avoir des choses vachement plus sympas. Et c'est ce chemin-là que j'ai finalement découvert. J'ai découvert comment les IDE fonctionnaient. Quelque chose que je n'étais jamais posé la question avant, c'est peut-être vous non plus. Mais c'est ça qu'on va découvrir. Donc, créer une station VS Code, c'est très étonnamment beaucoup plus simple que ce que j'aurais imaginé. Donc, il y a la documentation de VS Code qui est ici. Elle est super bien faite, on a dit super bien dedans. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez la voir. Et j'ai fait un repo dédié du coup, à ce talk, donc sur mon GitHub, VS Code AML Lite, qui est l'extension très simplifiée, celle qu'on va faire là, de la vraie extension que j'ai fait en fait. Donc, on a un AML qui ressemble à du ML, mais qui est très simplifié, et plein de choses qui sont simplifiées pour montrer l'extension et pas montrer le reste de la complexité là-dedans. Donc le repo, j'ai fait des gros efforts pour que ce soit, pour avoir un historique de commit très clean. C'est probablement le repo avec l'historique de commit le plus clean que vous aurez vu. J'ai fait des rebases à peu près 15 fois par jour dans l'ensemble des commits pour que les choses soient hyper claires. Donc vous pouvez regarder commit par commit les choses qui se passent. C'est assez sympa. Donc pour commencer une extension VS Code, il y a une ligne de commande, c'est pour moi un générateur Yeoman qui crée une extension VS Code. Donc on lance une ligne de commande et on va voir les questions Yeoman, quel type d'extension on veut créer. Donc il y a deux grands types d'extensions VS Code, il y a des extensions normales et des extensions web. Les extensions normales, on va avoir accès à tout ce dont a accès VS Code, ou c'est-à-dire le VS Code, mais aussi
l'environnement de Node et l'environnement du PC. Donc, on va pouvoir créer des fichiers, ce genre de choses-là, à lire sur le fichier. Le problème de ces extensions-là, c'est que vu qu'elles ont accès au file system, elles ne vont pas pouvoir les utiliser dans un contexte web. Notamment, vous savez peut-être que VS Code peut être utilisé sur GitHub, et donc on peut explorer n'importe quel chose. Donc, évidemment, les extensions non web ne sont pas accessibles là-dessus. Et donc, les extensions web n'ont pas accès, ont accès uniquement à VS Code. Donc, les fichiers qui sont dans VS Code n'est pas l'environnement du PC, et donc sont utilisables dans cet environnement web. Donc, moi, vu que c'est juste un parseur et des choses de syntaxe autour, donc j'ai fait une extension web, on donne le nom de l'extension, les outils qu'on veut utiliser, et on se retrouve avec un projet. Donc, le projet, c'est un projet Node tout simple. Il y a deux fichiers importants ici, c'est le package.json et le fichier extension.ts. On verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, il est relativement vide. Et il y a une chose importante dans ce package.json, c'est l'attribut contribute. Donc, il y a un peu plus d'attributs qu'on a habituellement, qui sont du coup spécialement dédiés aux extensions VS Code. Et dans ce contribute, on va dire un peu les points d'extension qu'on veut mettre dans l'extension. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut utiliser dans VS Code. Donc, ici, par défaut, on a une commande. Donc, c'est la commande palette que vous utilisez probablement très régulièrement, qui est mise ici. On a une commande Hello World. Donc, si je lance cette extension, donc qui ne fait absolument rien pour l'instant, que je crée un fichier AMLL pour AML Lite, pour pas avoir des conflits avec mon autre extension qui gère le fichier .aml, on a sans surprise un fichier tout vide, enfin pas vide parce que j'ai mis du texte dedans, mais sans aucune fonctionnalité, tout blanc, il ne peut rien faire. VS Code gère quand même le folding par défaut grâce à l'indentation, donc on peut déjà replier les choses, mais c'est à peu près tout. Donc ça, ça ressemble à du AML. Donc on a une entité avec les attributs, on a les types, on a PK pour primary key, définir les clés, et les relations en bas avec la flèche et la colonne vers laquelle ça pointe. Donc ça, c'est notre point de départ. Première chose qu'on va vouloir faire, c'est la coloration syntaxique. C'est toujours un petit peu plus beau d'avoir de la couleur. Et donc, on va vouloir avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc ici, il y a évidemment la couleur sur les éléments, mais aussi la petite icône sur le fichier. Donc, comment on va faire ça? La première chose, ça va être de créer le langage dans VS Code. Donc, on va dire, on va avoir un langage qui va s'appeler AMLL, qui va gérer les fichiers d'extension .amll. On va lui donner une icône. Et on va dire, on va avoir une grammaire. Donc, la grammaire, c'est ça qui va permettre de parser le langage et de sortir ce qu'on appelle des tokens, donc c'est-à-dire des éléments identifiés, et de les coloriser. Donc ça va être vraiment une coloration très basique. Et donc du coup, ici, vous avez ma grammaire. Enfin, c'est une grammaire qui... Donc à chaque fois, les exemples de code, c'est du code qui est, on va dire, dans l'esprit qui fonctionne, qui n'est pas exactement le code, parce que pour que ça rentre dans la slide, il faut un peu condenser. Donc ici, je définis un scope, donc source AMLL, donc pour dire que ça gère le fichier AMLL. Les patterns, donc ça va être les entités que je vais voir sortir. Donc si j'en ai mis que deux, les entités, donc c'est-à-dire le petit mot qu'on avait au début, et ensuite les keywords, par exemple. Et donc ça fait référence à des choses qu'on met dans le repository en dessous. Et donc on voit le pattern pour les entités, ça va être un début de ligne avec des caractères alphanumériques et une fin de mot. Et donc tout ça, tout ce qui a matché ça, ça va être des entités. Et donc c'est ça qu'on voit avant qui était en bleu. Et par exemple, pour les keywords, ça va être tout ce qui ressemble à PK avec des séparations de mots avant et après. Et donc, c'est ça qu'il va utiliser pour faire justement ici le bleu clair sur les entités, donc user, le post, et le violet sur primary key. Donc, évidemment, il y avait quelques autres pour faire tout ça. Mais globalement, ça ressemble à ça, cette grammaire. Et donc, ça, c'est vraiment ce que VS Code utilise pour faire la coloration syntaxique. Ensuite, c'est bien, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On va devoir quand même parser notre code, enfin notre DSL. Donc, on part de ça. Donc, ça, c'est juste le code, du pur texte. Donc, clairement, c'est une string. Et on va vouloir faire une fonction qui prend cette string, donc le content, et qui le structure de manière structurée. Donc, grosso modo, ça va renvoyer une value. Donc, la valeur, c'est ce qu'on va récupérer. Donc, là, ça va être une liste de statements avec la liste des instructions qu'on met. Donc, ici, on a deux types d'instructions. Une instruction pour définir une entité, une instruction qui est ligne vide, tout simplement, parce que, oui, on peut avoir des lignes vides dedans. Et ensuite, des erreurs, parce que si on a mal écrit les choses, le parseur, il se plante et on a des erreurs.
Et donc, du coup, on va récupérer quelque chose comme ça, donc un JSON, où ici, on va avoir notre liste avec une entité qui a un name user, et on va bien faire attention à garder toutes les positions. Donc, on voit dans le name user, on va avoir un token, et on va avoir deux types de positions. On va avoir la position offset, donc c'est dans la string, donc ça démarre à 0, du caractère 0 au caractère 4 dans la string, et puis on va avoir les positions, ça va être au niveau les lignes et les colonnes. Donc on va démarrer à la ligne 1, colonne 1, et se finir à la ligne 1, colonne 5. Donc on voit qu'il y en a un qui est 0 base et l'autre qui est 1 base. Et donc, du coup, pour chaque token, c'est hyper important de garder toutes ces positions pour ensuite pouvoir les manipuler. Donc, je ne vais pas vous montrer le code du parseur, il est évidemment dans le repo history, mais ce n'est pas le sujet du code. Donc maintenant qu'on a notre parseur et qu'on va justement avoir ce format interprété, ou en tout cas interprétable de notre code, on va vouloir peut-être afficher les erreurs. Ça, vous l'avez probablement tout le temps dans votre IDE. C'est erreur de attention, tu as fait une boulette. Donc là, ici, il manque la parenthèse à la fin. Donc il nous dit on attend un parent write, mais on a un saut de ligne. Donc évidemment, il y a potentiellement un travail de meilleure erreur à faire. Donc ça, c'est vraiment le message raw du parseur. Donc comment on va faire ça? Donc ici, on va commencer à coder dans notre extension. Donc la fonction activate, donc par défaut, le plugin a deux fonctions, une fonction activate et desactivate. Sans surprise, c'est la première est appelée quand le plugin est loadé, et la deuxième est appelée quand le plugin est déloadé. Donc c'est là où il faut bien faire tout notre cleaning. Donc dans notre fonction activate, on va créer des diagnostics. Donc les diagnostics, justement, c'est les erreurs qu'on va afficher. Et on va les créer pour un langage spécifique. Donc ici, ça va être AMLL. Donc on fait create diagnostic collection. Et ensuite, on va pouvoir rajouter des diagnostics pour des documents. Donc, par exemple, on va prendre un hook et avoir ici quand on ouvre un document, donc quand un fichier sera ouvert, on va avoir ce callback qui va être appelé. On va faire, si le fichier c'est du AMLL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans les diagnostics de ce document, donc document.uri, les diagnostics. Et donc là, on va faire document get text pour récupérer tout le contenu, donc tout le texte du document. Et ensuite, on va compute les diagnostics. Donc, on va voir après un peu ce que veut dire compute les diagnostics. Et de la même manière, on va faire la même chose pour undid change. Donc, grosso modo, quand on modifie un document, on va faire exactement la même chose finalement. Donc là, on récupère un event parce qu'on avait raison de pourquoi le document a été changé. Mais de la même manière, on va mettre pour ce document-là les diagnostics. Donc là, quand on ouvre un document ou qu'on le modifie, on va avoir les diagnostics qui vont être calculés. Donc le calcul du diagnostic, c'est simple. Enfin, c'est simple. Grosso modo, on va parser notre document, et puis on va prendre la partie erreur. Et puis du coup, dans la partie erreur, on va juste transformer les erreurs du parseur en diagnostic pour VS Code. Donc transformer les positions, parce qu'elles sont un petit peu en range, et ainsi de suite. Donc faire quelques manipulations, et tout simplement lui renvoyer le diagnostic. Et donc du coup, on va pouvoir avoir ce magnifique message d'erreur qui va être modifié à chaque fois qu'on tape un caractère. Alors ça, c'est cool, mais du coup, maintenant qu'on a la main là-dessus, on va peut-être envie de faire des choses un peu plus puissantes que juste afficher les erreurs de syntaxe. On veut peut-être afficher des erreurs plus métiers. Par exemple, ici, on a un user qui est mal orthographié, et donc qui correspond à aucune autre entité, et on veut mettre un warning ou une erreur pour dire au utilisateur, cette entité-là n'existe pas. Ou sur une entité juste en dessous qui existe, on a une colonne qui n'existe pas dans cette entité-là. Donc là, on va lui dire, attention, cette colonne IDD n'existe pas dans l'entité user. Ou en dessous, on va avoir une entité dupliquée ou une colonne dupliquée ou n'importe quoi, en fait. On va pouvoir rajouter autant de business logic qu'on veut pour mettre des erreurs. Et donc là, c'est simple. On va récupérer l'AST, donc du coup la valeur structurée du document, et on va travailler dessus tout simplement. Donc là, ici, j'ai fait trois fonctions. On va juste voir pour les mauvaises références. Donc, pour les mauvaises références, donc, je prends toutes mes entités. Donc là, j'ai toutes mes entités. J'ai fait un group by pour avoir une recherche un peu plus rapide. Donc, en parcourant toutes les entités, je vais parcourir tous les attributs et prendre toutes les références, donc double flat map dessus, pour donc avoir toutes les relations. Donc là, j'ai toutes les relations. Et pour une relation, je vais aller chercher l'entité qui correspond. Et donc, si je n'ai pas l'entité, cette dernière ligne en bas, je vais mettre un message d'erreur. Et puis, si j'ai l'entité, je vais aller chercher l'attribut. Et si je ne trouve pas l'attribut, je vais mettre un message d'erreur. Donc, c'est ça qui va me permettre de, pour toutes les relations, avoir ces messages d'erreur affichés dans l'éditeur.
Donc ça, déjà, c'est une grande aide pour les gens qui écrivent du code, parce que du coup, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus intelligentes que juste des erreurs de syntaxe. Et donc, du coup, on peut avoir nos super messages d'erreur. Donc ça, c'était la première chose de prévenir le développeur quand il fait quelque chose qui ne va pas, que ce soit en erreur, en warning, on peut mettre des infos, on peut mettre des hints, on peut mettre pas mal de choses. La deuxième chose, c'est qu'on va vouloir maintenant, on lui a dit ce qui n'allait pas, maintenant on veut l'aider à écrire des choses qui vont bien. Donc avoir l'autocomplétion, les codes suggestions, ainsi de suite. Donc ça, vous imaginez que vous l'avez tout le temps. Alors maintenant, on en a qui sont à base d'AI, et on va pouvoir mettre de l'AI si on veut. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Donc du coup, c'est ici tout simplement sur les comments, on veut qu'il nous suggère. Donc si on a trois choses qui nous suggèrent, puis surtout, ce qui va être intéressant en bas, ça va être le primary key. Donc il y a deux manières de faire la suggestion. La première est très simple, c'est les snippets. Donc vous avez peut-être déjà créé des snippets dans votre VS Code. Et puis ici, on déclare un fichier de snippets, et puis on met nos snippets. Donc on dit, voilà, sur le préfixe ID, on va insérer ID avec derrière un choix, soit int, soit UID, et PK pour primary key. Pareil sur les références, avec le préfixe flèche, on va lui insérer la flèche avec l'entité, les parenthèses, l'attribut, qui permet qu'il y ait un peu, qu'il soit guidé dans la syntaxe de ML. Et donc ici, si je vais avoir ma primary key. Alors ça c'est cool, c'est un peu le basique. Le problème c'est que ça c'est très statique, c'est-à-dire que c'est pas contextuel à ce que fait l'utilisateur. Donc nous on aurait peut-être envie d'avoir ça aussi, c'est que maintenant que je fais une relation, j'ai envie qu'il me suggère les relations possibles. Donc ici il va aller chercher les entités avec les primary keys et me suggérer uniquement les primary keys possibles. Alors pour faire ça, évidemment on va passer par du code. Donc on va avoir un item provider, completion item provider, qu'on va coder. Donc pour ça, tout simplement, on va avoir un callback avec le document texte et la position du curseur, tout simplement. Et on va devoir lui renvoyer, en fonction de la position du curseur, toutes les complétions qu'on va lui donner. Et donc ce provider-là, il va falloir l'enregistrer pour un langage particulier. C'est ce qu'on fait ici. Donc, dans ce callback, c'est comme toujours, on récupère le texte du document, on le parse, et si on a réussi à le parser, on va récupérer la ligne de là où est le curseur. Donc, on va récupérer que la ligne jusqu'au curseur, histoire de ne pas avoir du coup toute la fin si par exemple le curseur est en milieu de ligne. Et ensuite, on va calculer les suggestions. Calculer les suggestions, ça ressemble à quoi? Tout simplement, ici, on va récupérer les entités, récupérer toutes les primary keys, et ensuite, en fonction de la ligne, on va dire, par exemple, si ça match un début de ligne, deux espaces et un nom, c'est qu'on a tapé le nom de l'attribut, et on va pouvoir suggérer des types. Donc ici, on a en haut tous les attributs types possibles. On va lui dire, pour chaque attribut, on va générer une suggestion. Ou si on a un nom et un deuxième nom en dessous, c'est-à-dire qu'on a écrit le nom du type et le nom de l'attribut et le type de l'attribut, on va pouvoir suggérer les relations. Donc du coup, on va pouvoir prendre toutes les primary keys et itérer dessus avec la syntaxe qui va bien. Donc le suggest type et suggest relation, ils sont assez simples. C'est juste créer une completion item, mettre son type, ce qui permet d'avoir un petit logo un peu différent. Et voilà. Et donc, c'est ce qui nous permet d'avoir ici les suggestions de type. Donc, on voit avec le T tous les types. Et puis ici, les suggestions des primary keys vers lesquelles ça peut pointer. Donc ça, c'est cool. On a aidé le développeur à ne pas faire d'erreur. On l'a aidé à écrire mieux ou plus vite du code. Maintenant, il va peut-être vouloir modifier son code, et notamment le renommage. Ça, c'est quelque chose que j'imagine que tu fais régulièrement, de renommer une fonction, mais pas juste à sa déclaration, aussi partout où elle est utilisée. Ou alors, on est sur une utilisation, on va le renommer partout où elle est utilisée ailleurs, mais aussi à sa déclaration. Pareil sur les noms de variables, et ainsi de suite. Et donc ça, évidemment, c'est pas juste du cherche et remplace des textes, parce que du coup, on a deux variables qui ont le même nom dans deux fonctions différentes. On peut renommer que celle dans le contexte de sa première fonction. Donc ici, par exemple, on a user défini en haut, et puis une relation vers user. En renommant ce deuxième user, on veut que les deux soient modifiés. Donc pour faire ça, on a, comme souvent, un provider. Et avec deux fonctions ici, un pour le prépare, pour dire si c'est possible de renommer. Et donc du coup, avec comme toujours, le document et la position. Donc celle-là, elle est optionnelle. Donc si on ne répond pas, grosso modo, ce sera possible, et puis on verra bien ce qui se passe dans la deuxième. Et donc la deuxième, c'est toujours le document à la position et la nouvelle valeur rentrée par l'utilisateur. Et puis là, il va falloir renvoyer par contre tous les
workspace edit, donc c'est-à-dire toutes les modifications qu'on veut faire de partout dans tout le workspace. Donc, moi, j'ai géré que la partie single file, mais sinon, normalement, on est censé aller renommer de partout dans tout le workspace. Évidemment, ce provider-là, on va l'enregistrer pour un langage donné. Donc, pour faire ça, il y a comment je l'ai implémenté, c'est avec une fonction. Donc, comme toujours, on parse, on récupère la valeur, on va récupérer la position, et après, on va find item. Donc, pour moi, c'est récupérer un item spécifique, donc savoir où est le. Donc, si c'est par exemple une entité, un attribut, et ainsi de suite. Et donc, et renvoyer la position de cet item-là. Ce qui lui permet en fait de savoir, en fait, il a une position du curseur et de savoir à quel range en fait il va renommer. Donc, par exemple, prendre tout le user et savoir du coup quel texte par défaut il va proposer dans le frame. Le deuxième, ça va être la même chose. Finalement, on va faire un item aussi. Et puis ensuite, on va récupérer donc pour cet item-là toutes ses positions de partout. Donc ici, ça va être juste dans ce document-là. Et les transformer ensuite la position, lui dire, voilà, c'est pour ce. Donc on voit qu'ici, on donne le document URI. Donc si on peut aller récupérer d'autres documents et le faire dans d'autres documents. Le range, donc c'est-à-dire précisément l'endroit à remplacer et la nouvelle valeur. Et donc ça, c'est les fonctions un petit peu pénibles à faire. On ne va pas rentrer exactement dans le détail, mais grosso modo, il faut parcourir tout son ASP pour trouver exactement quel est le token avec toutes les positions qu'on a enregistrées et à la position là-dessus. Et donc, du coup, on voit, par exemple, le premier if, là, si la position est dans le nom, on va dire que c'est un entity item avec ce nom-là. Et ensuite, le item position, c'est la même chose, mais on va tout parcourir et dire, en fait, si j'ai trouvé, en fait, si l'item, ça va être une entité avec ce nom-là, et que je trouve une entité avec ce nom-là, je vais proposer le remplacement et rajouter le range. Et donc, du coup, ça permet ici, avec cette modification-là, de renommer les deux d'un coup. Et ça paraît assez basique quand on l'utilise dans des langages normaux, comme TypeScript. Ça paraît assez magique quand c'est dans du AML et qu'on vient soi-même de le coller. Je vais m'arrêter là sur les choses, mais en fait, il y a plein d'autres choses qu'on utilise dans le vidéo régulièrement. Donc, le GoToDéfinition, donc on contrôle-clic pour aller à la définition. Le Hover Overlay, donc on va mettre sa souris sur une entité et on va avoir la définition, par exemple. Donc, quand on a des longs fichiers, c'est hyper pratique. On peut aussi proposer des suggestions de modification. Par exemple, quand on avait un mauvais attribut, un attribut qui n'existait pas dans l'entité, on peut aller regarder les attributs qui existent, trouver celui qui est le plus proche et lui proposer de le remplacer par celui-là. Et pas mal d'autres choses. Donc tout ça, à chaque fois que je vous ai montré l'intégration, on va dire ad hoc dans VS Code, c'est-à-dire avec les providers VS Code, il y a une norme qui existe, qui s'appelle Language Server, qui est un standard où les parseurs implémentent cette API et ensuite tous les éditeurs peuvent venir se plugger dessus. Ce qui permet en fait de dialoguer entre un parseur d'un côté qui implémente l'API et tous les éditeurs dessus. C'est-à-dire que l'éditeur il a juste à comprendre cette API et du coup tous les langages vont pouvoir marcher. Et inversement, un langage va pouvoir implémenter cette API et on va pouvoir très très facilement le mettre sur tous les IDE. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie de recoder tout ça pour chaque IDE différent. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait, ça va être la prochaine étape. Si ça vous intéresse, j'ai mis les slides sont dispo sur Bitly React Paris VS Code. J'ai mis le lien du GitHub, le lien du GitHub de mon GitHub avec l'extension simplifiée. Et puis mon extension, bon, ça, le lien est un peu plus long. Si vous tapez AML sur le store VS Code, vous la trouverez, vous pourrez tester avec grand plaisir pour prendre vos feedback. Je lance Azimut en fait en ce moment, je démarre tout juste. Donc si jamais Azimut peut vous intéresser, je fais gagner 3 licences. Il y a juste un petit questionnaire à répondre et puis ceux qui ont les use cases les plus intéressants, je leur donnerai la réponse. Il y a un peu toutes les définitions, les règles du concours sur le lien. Donc n'hésitez pas à scanner le code ou le lien en haut, c'est React Paris Azimut et répondre, ce sera un grand plaisir. Et puis si vous voulez en parler, ouais. Et puis si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Après cette première expérience, sinon, on n'a pas les questions qui avaient été mais
C'est la première expérience est-ce que tu as envisagé de porter Azimut dans VS Code? Je sais on se connecte sur avec notre IDE sur la base de données. Est-ce que ça pourrait être... Clairement, ça ne sera pas tout de suite. Mais donc il y a évidemment plein de choses que je n'ai pas montrées dans VS Code, et notamment on peut créer des panels. Vous avez dû voir ça par exemple pour Markdown. On a le rendu Markdown. Et donc ici, avoir un éditeur, enfin l'éditeur Azimut, ça dispose directement là. Et effectivement, Azimut se connecte directement aux bases de données, ce qui n'est pas possible depuis le navigateur, mais et donc on utilise une gateway, vraiment dans Azimut. Mais dans VS Code, ça sera possible. Donc ouais, petit à petit, l'extension s'enrichira là-dessus, mais pour l'instant, c'est juste un éditeur AML. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, en fait, du coup, je vais avoir deux questions. C'est quel a été... Ouais, je suis par deux, moi, toujours comme ça. C'est l'effet de rester... En fait, pour toi, ça a plus un point psychologique. Qu'est-ce qui a été le point de bascule entre je me débrouille tous les jours et je fais 100 et que tu la développes, en fait, cette extension? C'est vraiment le... Alors, comme j'ai montré, aujourd'hui, l'édition, c'est dans une textaria basique. C'est vraiment horrible. Et grosso modo, le gros problème, c'est les erreurs ne sont pas contextuelles. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous, en dessous de ta textaria, tu as une liste de toutes les erreurs. Et on te dit, ligne 12, tu as une erreur, mais du coup, dans ta textaria, tu n'as pas les numéros de ligne. Donc, du coup, il faut que tu ailles compter. Et en fait, quand tu as 12 lignes, ça va. Quand on a 158, c'est plus compliqué. Quand on a 512, c'est... Donc, c'est vraiment les erreurs contextuelles qui est vraiment très problématique. Et après, derrière, ça permet beaucoup de choses. La corrélation syntaxique, qui est toujours quand même vachement sympa. Si vous enlevez la corrélation syntaxique, vos codes, vous allez pleurer un peu. Et après, vraiment, je me suis pris au jeu. C'est super sympa de découvrir. Enfin, moi, j'ai vraiment découvert comment les éditeurs fonctionnaient et comment ce que j'utilisais tous les jours, mais le contrôle-clic, le find replace, tout ça. Mais vraiment, le point de départ, c'était les erreurs contextuelles. La question est plus par rapport à ton produit. Qu'est-ce que tu apportes par rapport à une solution comme Navicat? C'est assez différent. Navicat, c'est plutôt un client SQL. Donc, c'est-à-dire qu'il va se connecter à ta base de données, tu vas faire des requêtes SQL pour les exécuter. Là où moi, on peut faire des requêtes aussi. Donc, il y a un côté un peu similaire, mais c'est avant tout sur la partie visuelle et diagramme. Grosso modo, Navicat, tu ne peux pas visualiser beaucoup de tables à la fois. Enfin, si tu as une grosse base de données, il va mourir ou tu as affiché des trucs qui ne ressemblent à rien. Azimut, tu as plein de layouts, tu peux choisir tes tables. Enfin, il y a un côté, ça marche beaucoup plus mieux sur des grosses bases de données. Donc, on va en discuter un peu plus précisément après. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis après, je pense que vous pourrez tous poser vos questions en direct avec Loïc. Bonjour. Alors, la question, c'est pourquoi tu n'as pas mis à jour directement Azimut avec les changements de couleur? Oui, parce que c'est vrai que laisser ça en plan alors qu'il y a une extension qui fait du web, pourquoi pas directement dedans? Ouais, ça paraît, c'est la question évidente et c'est la question qui fait mal. Grosso modo, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai des pages web, donc j'ai des convertisseurs de AML vers SQL, machin, donc dans Monaco Editor, qui est l'éditeur, la librairie qui est utilisée dans VS Code aussi. Donc vraiment, c'est très compatible les deux. Donc j'ai déjà fait l'intégration de AML dans Monaco Editor et j'ai des pages sur lesquelles on peut l'utiliser, donc avec pas mal de ces fonctionnalités-là. Le problème, c'est que j'utilise, pour faire justement toute cette partie éditeur, là, le rendu, c'est du Helm. Donc, c'est un ELM, un langage de programmation purement fonctionnel qui compile en JavaScript, et avec lequel j'arrive pas à intégrer. Et donc, grosso modo, pour l'intégrer, il faudrait que je package le Monaco Editor en Web Component pour pouvoir le loader dans Helm. Et j'arrive pas à le packager dedans parce que Monaco Editor c'est un projet assez complexe avec beaucoup de dépendances. Et je suis à ma 3e ou 4e PR qui fail, puis que je redémarre. Il y a Vincent qui m'a aidé, plus devant là.
Et donc voilà, donc si jamais tu es chaud en web component, chaud pour qu'on en parle. Mais ouais, il y a du Helm, il y a du web component, il y a du Monaco Editor, il y a une intégration de plein de choses. Donc je désespère pas. Ça viendra probablement un jour, mais pour l'instant, c'est malheureusement pas encore le cas et c'est très frustrant. Mais du coup, parce que peut-être si j'avais pu le faire, j'aurais peut-être pas eu l'extension VS Code et j'aurais dit, bah voilà, vous avez Monaco Editor et c'est cool. Là, du coup, c'est la grosse motivation pour dire, bon, bah, tu vas coder dans ton VS Code et puis tu vas copier-coller dans Azimut ton résultat. Et c'est pas idéal. Mais c'est la réalité. Merci.